We Do Biz. 3 minutes Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert. Vous êtes sur We Do Biz et l'expert avec nous, c'est Franz Micoli. Bonjour Franz. Bonjour. Alors, on va parler de logiciel et la question que je vous pose, c'est comment vérifier la qualité d'un logiciel ? En fait, en dehors des cultures techniques, on a souvent tendance à croire que vérifier la qualité d'un logiciel, c'est se mettre derrière le site web qu'on a commandé, essayer de se connecter, regarder si ça marche, passer à la fonctionnalité d'après, regarder si ça fonctionne. Et voilà, ça s'arrête un peu là. Et ça, c'est pas suffisant pour voir si le logiciel marche ? En fait, quand on l'a jamais fait, on a tendance à se dire que si, ça va suffire. En pratique, ça l'est pas. Ça l'est pas tout d'abord parce que c'est très difficile d'être exhaustif. Et ensuite, la première fois que vous allez tester, par exemple, le site web que vous avez commandé, le site e-commerce, tout ça, vous allez le faire très très bien. Vous allez essayer de vous connecter, vous allez faire votre panier, vous allez essayer de passer au processus de paiement, vous allez avancer comme ça. Le souci, c'est que vous allez trouver un bug, parce qu'il y a toujours des bugs. C'est pas forcément parce que vous avez quelqu'un qui est mauvais en face de vous, c'est juste que c'est un petit peu le problème. C'est complexe, il y a souvent des bugs. Donc le premier test que vous allez faire, il va être exhaustif. Vous allez trouver des bugs et vous allez demander à ce qu'on les corrige. Ensuite, vous allez revenir et vous allez tester juste la correction des bugs. Si vous êtes très motivé, vous allez refaire tout le test. Mais le problème, c'est que le développeur a potentiellement cassé autre chose en corrigeant le premier problème. Et le problème, c'est que si vous avancez comme ça dans le temps, le énième test, il va être forcément, ou je dirais, si c'est pas bâclé, ce sera moins bien fait. Et c'est ça qui induit des problèmes. Alors, c'est la troisième fois que vous dites le mot problème, Voilà. mais il faut des solutions. Alors, il faut des solutions. Donc, il n'y a pas de solution. Il y a un article qui a été écrit qui s'appelle No Silver Bullet. Donc, il n'y a pas de balle en argent pour tuer l'idée du bug, l'idée des problèmes de qualité logicielle. Maintenant, il y a quand même quelques armes qu'on peut prendre en main. Donc, il y a des méthodes techniques. Donc, par exemple, vous avez des tests fonctionnels automatisés. Donc, ce que vous faites, vous, en clic-bouton, vous pouvez tout automatiser. Donc, dire à un espèce de robot, connecte-toi, par exemple, à ce site. Ça peut être aussi une application, ça marche pareil. Essaie de te loguer avec tel login, tel mot de passe. Vérifie que tel écran apparaît, qu'il y a tel texte sur la page, etc. Ça, c'est une première gamme de tests. Ensuite, on a des tests unitaires qui sont dire on va essayer de tester vraiment des petites briques de code. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez technique. Derrière, on peut mettre en place des standards de développement. Donc ça ne va pas forcément nous permettre d'aller atteindre des sommets de qualité complexes, mais ça va permettre déjà d'uniformiser. C'est-à-dire que si vous avez une équipe de 3 développeurs qui codent tous de 3 manières différentes, à la fin, c'est assez dur pour l'un de passer sur le travail de l'autre et réciproquement. Donc en faisant ça, on uniformise un peu les choses. Ensuite, vous avez aussi des moyens automatiques de détecter, par exemple, de la complexité qui n'est pas requise ou des mauvaises pratiques. Donc ça se fait aussi beaucoup. Et derrière, tous ces outils-là, on les met en général dans ce qu'on appelle des plateformes d'intégration continue. Donc à chaque fois qu'un un développeur envoie son travail sur un serveur centralisé, il y a tous les tests qui sont exécutés. Donc ça permet de détecter le problème très tôt. Donc en général, on considère que plus un bug est détecté tôt, plus sa correction sera peu coûteuse. Et ça permet aussi à des non-techniques d'avoir un suivi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous connecter, vous avez un tableau de bord, vous voyez par exemple le taux de couverture de vos tests, c'est-à-dire en gros quel pourcentage de code est testé. Vous pouvez suivre ça, vous pouvez suivre la qualité, etc., suivre les erreurs. Ça, c'est un premier lot de méthodes qui sont purement techniques, d'approches techniques. Ensuite, vous avez des approches en matière de gestion de projet, donc là, qui sont beaucoup plus faciles à comprendre. La première, c'est de faire un cahier de recettes. Donc, c'est-à-dire, en gros, vous allez taper un certain nombre d'actions à faire avec des cases OK, pas OK, d'accord ? Et en gros, à chaque fois, avant de passer en production, avant de dire c'est bon, c'est fini, vous allez faire tout ce cahier, vous allez cocher la case. Et le fait de se forcer à faire ça, ça implique qu'à un moment, on se force à au moins retester ce qu'il y a dans le cahier. Donc ça, c'est déjà un point positif. Ensuite, vous avez la possibilité de faire travailler vos développeurs ensemble. Donc, soit à faire ce qu'on appelle du peer programming, qui améliore sensiblement la qualité du code produit. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, derrière un écran et un clavier, vous avez 2 développeurs. Alors, intuitivement, on se dit, mais je vais payer 2 développeurs et ils vont écrire le code, un seul code, parce qu'il n'y a qu'un clavier. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas un processus industriel. Donc, des fois, avoir 2 personnes qui regardent le code, de surcroît quand il est complexe. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas de peer programming tout le temps, mais qui le font juste pour les choses complexes. Ça aide beaucoup à améliorer la qualité. Et derrière, vous avez aussi... Ce qui peut être mis en place, c'est du peer review. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les semaines, vous allez avoir un développeur, vos 2 développeurs, si vous en avez 2, qui vont passer à relire le code du temps, à relire le code de l'autre. Et donc, à partir de là, en gros, on va détecter des bugs plus tôt avec ça et, je dirais, réussir à avoir un programme de meilleure qualité. D'accord. Et à la fin, le testeur final reste l'utilisateur pour qui on a fait le logiciel et qui peut remonter les informations. Alors ça, c'est vrai, mais maintenant, si par exemple,
imaginez quand vous arrivez sur Google, vous tapez une recherche, d'un seul coup ça marche plus, vous allez faire la tête. Donc c'est pas vraiment l'utilisateur final. En général, on va vraiment avoir des testeurs, des chefs de produits qui eux vont devoir assumer ce rôle. Et quelque part, effectivement, je pense que le feu vert, c'est toujours bien que ce soit un humain qui le donne. Et même dans les process les plus automatisés, on a toujours tendance à avoir envie d'avoir un humain qui regarde. Parce que par exemple, si vous avez un élément de style qui a cassé toute votre page web, c'est quelque chose qui va être assez dur de détecter automatiquement par ordinateur. Est-ce que c'est une amélioration qui était voulue ou est-ce que c'est un changement qui n'était pas voulu? Ça, c'est pas facile de le faire. Donc effectivement, il y a toujours de l'humain derrière. Merci beaucoup, Franz Micoli. Je rappelle que vous êtes expert en innovation web et en technologie. Et à vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller réécouter les chroniques de Franz sur wedobiz.com. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.